Imagine une réalité dans laquelle le stress, l'ennui, la frustration, la peur, toutes ces émotions, elles ne conduisent plus à des compulsions alimentaires. Une autre vie, une réalité dans laquelle la culpabilité, la honte sont plus présentes après chaque crise. Ça semble sympa comme réalité? Et bien justement, dans cette vidéo, on va découvrir comment vivre tes émotions différemment et ne plus utiliser l'alimentation comme un doudou apaisant. Et pour ça, on va s'appuyer sur Vice Versa, dont on va extraire 3 pépites cachées. Si tu l'as pas encore vu et que tu veux profiter pleinement du film sans révélation, bah fonce le voir, c'est un super film. Par contre, si tu continues cette vidéo, c'est que tu veux en savoir plus. Alors juste pour rappel, Vice Versa, c'est un film d'animation de 2015 qui raconte l'histoire de Riley, une jeune ado qui a 11 ans et qui a une vie tranquille dans le Minnesota. Elle a des amis, une famille unie dans laquelle elle se sent épanouie, et puis une passion pour le hockey. Sauf que, un beau jour, ses parents ils décident de faire leur carton, de vendre la maison, et puis de déménager pour rejoindre San Francisco, en Californie. Et ce grand changement va renverser tous les repères de Riley, mettre sa vie sans dessus-dessous, et puis la plonger dans une tempête intérieure, au point qu'elle va tout faire pour rentrer dans le Minnesota. Ce qui est vraiment original dans ce film, selon moi, c'est qu'on vit l'aventure de Riley en ayant directement accès à ses émotions. Tristesse, peur, joie, colère et dégoût sont représentés comme des personnages qui viennent agir sur l'humeur de Riley. Et ce bouillonnement émotionnel vient impacter ses actions à chaque instant. Et ça va pas toujours dans le sens espéré. Je me demande si ça te parle dans ton rapport à la nourriture, et en particulier lorsque tu as une compulsion alimentaire. Si la manière dont tu vis tes émotions dans ces moments-là, ça ressemble plus à ça qu'à ça, ce que je te propose, c'est qu'on découvre ensemble des pistes qui ont été glissées dans ce film pour te permettre d'accueillir tes émotions différemment et du coup de commencer à agir sur la fameuse nourriture émotionnelle. Alors au début du film, tout se passe bien pour Riley. Elle est super jeune et elle commence à vivre diverses émotions. Et déjà là, à ce moment-là, on y apprend quelque chose de basique, mais qui est fondamental, c'est que chacune a une utilité. Par exemple, la peur, elle informe qu'il pourrait se passer quelque chose de vraiment pas cool, qu'il peut y avoir un danger, qu'il y a quelque chose d'important qui est en train d'arriver, et donc qu'il faut prendre certaines précautions. Le dégoût protège de ce qui pourrait être nocif pour l'organisme, et génère du coup une distance respectable pour réévaluer la situation. Est-ce que ce truc-là, c'est vraiment bon pour moi? La colère, quant à elle, elle permet d'être entendue, de se faire respecter lorsque l'autre il dépasse les bornes, qu'il est en train d'empiéter sur des valeurs, sur des choses qui sont importantes pour moi. La joie, elle, c'est une émotion particulière. C'est celle qui est recherchée le plus souvent possible par le cerveau. Il l'adore. Elle vient déclencher tout un tas de réactions plutôt agréables à vivre. Et la tristesse? La tristesse, au début, on ne sait pas trop à quoi elle sert, et pendant presque tout le film, Joie tente systématiquement de la mettre de côté, de l'empêcher d'exister. On va y revenir un peu plus tard, mais au milieu de l'aventure, on a quand même un indice sur son utilité. Elle permet à Bing Bong, l'ami imaginaire, de traverser un moment qui est difficile, de faire le deuil d'une perte et puis de pouvoir repartir de l'avant. En fait, chaque émotion a un rôle qui est bien précis. C'est un peu comme si elle te transmettait un message. Et du coup, ça pourrait être super intéressant pour toi de prendre un temps pour découvrir le message que te transmet chacune de tes émotions. Ça te permettrait de mieux savoir ce que ton corps te dit, et puis du coup, comment y réagir. Parce que je pense que tu as déjà remarqué qu'on vit nos émotions dans notre corps, à travers des sensations, à travers des ressentis. Par exemple, les sensations ne sont pas du tout les mêmes lorsque tu es d'humeur joyeuse, quand tu partages un bon moment avec des amis, ou bien lorsque tu es frustré, et puis qu'il y a chaque cellule de ton corps qui vit cette frustration et qui te pousse peut-être même à aller chercher de la nourriture. Rien que d'en parler, rien que d'évoquer ces deux situations, tu perçois bien que c'est bien des sensations qui sont différentes. Alors on pourrait se dire, je vais écouter tout ce qui se passe dans mon corps, et puis y répondre tout de suite. Comme ça, moi, je serai apaisé avec mes émotions. Alors ouais, c'est une bonne idée, mais le souci, c'est qu'on vit des dizaines d'émotions au cours de la journée, en fait. Et du coup, on pourrait être un peu perdu dans tout ce flot de messages qui arrivent. Enfin ça pourrait être le cas si notre corps il n'avait pas déjà pensé à tout.
En fait, toutes nos émotions, elles provoquent des réactions dans le corps, graduellement, en fonction de l'importance du message à transmettre. Lorsque Riley elle arrive à San Francisco, tout se passe pas exactement comme prévu. Sa nouvelle maison, elle n'est pas aussi chouette que ce qu'elle avait espéré. Ça sent mauvais, il y a un rat crevé dans le salon, la chambre elle est morne, terne, le camion de déménagement il s'est perdu. En plus, le resto du coin sert que des pizzas au brocoli et la présentation en classe s'est faite dans les larmes. Alors je sais pas toi, mais personnellement, je serais chafouin pour moins que ça. Alors lorsque ses parents la questionnent avec insistance sur sa journée d'école, il y a un début d'agacement, il y a une petite colère qui arrive. Le père se sent agressé dans son autorité et du coup la colère elle monte de plus en plus des deux côtés jusqu'à l'explosion. Avec quelques images qui ont été prises au cours de cette séquence, on se rend vite compte que la colère elle a gagné en intensité progressivement pour devenir une sorte de fureur. En fait, chaque émotion elle possède comme un variateur d'intensité. Imagine un instant, on va faire une expérience. On va imaginer que je te demande de te priver d'un aliment que tu adores, mais qui devient interdit à toi. Et disons que pour une raison ou pour une autre, tu acceptes de faire cette expérience-là. Bon. Donc tu te prives d'un aliment que tu adores pendant un certain temps. Alors il est très probable qu'il y a une frustration qui finisse par apparaître. Au début, l'intensité elle est relativement faible. Tu gères à peu près bien. Et puis il y a probablement quelques sensations d'envie lorsque tu y penses, mais ça reste quelque chose de très léger. Et plus le temps passe, plus tu es confronté à cet aliment qui est interdit, qui te donne tant envie, et plus la frustration elle est grande, plus l'émotion tente de délivrer son message. Un message qui ressemble à un truc du genre « Mais ça me manque ça, j'en veux !» Il y a tous les signaux dans ton corps, dans ton esprit, qui sont de plus en plus francs, de plus en plus perceptibles. Et tant que l'émotion n'a pas été écoutée, l'intensité des sensations, des pensées augmente de plus en plus pour devenir parfois même difficile à vivre tant elles sont présentes. Bon, on va mettre fin à cette expérience éprouvante, même si elle est imaginaire bien sûr. La réalité c'est que ce qui est vrai pour la frustration, ça l'est tout autant pour toutes les autres émotions. Un stress qui est maintenu dans le temps, une tristesse qui s'installe, une colère qui est régulièrement réprimée, tout ça, ça finit par être difficile à vivre. Et ça pousse parfois vers de la nourriture afin de ramener un peu de réconfort à l'intérieur du corps. Bon, donc avec ce que je viens de dire, en fait, on est les pantins de nos émotions et on doit sans cesse les satisfaire sous peine de souffrir. Un peu comme Riley qui est violemment ballotté par ses émotions pendant une bonne partie du film. Non, tu t'en doutes bien. Et d'ailleurs, la fin, elle révèle une belle manière de ne pas en arriver à ces extrêmes-là. Un bon moyen pour ne plus avoir besoin de compenser ses émotions par de la nourriture. Finalement, les choses, elles changent pour Riley lorsqu'elle commence à vraiment écouter son émotion et puis à agir en conséquence. Le scénario qui a été choisi par Pixar fait que pendant les 2 premiers tiers du film environ, Riley ne peut pas vraiment vivre sa tristesse ni sa joie. Dégoût, peur et colère tentent de les remplacer du mieux qu'ils peuvent, mais c'est de pire en pire. Il y a la rupture du lien familial, comme on l'a vu il y a un instant. Il y a la rupture du lien amical avec sa meilleure amie. Il y a de la colère et de la frustration dans des activités qui, jusque-là, lui faisaient plaisir. Et puis à un moment donné, la situation elle est tellement difficile à vivre qu'elle en vient à voler de l'argent à sa mère pour pouvoir fuguer. Et c'est que lorsque tristesse peut librement s'exprimer que Riley prend conscience de ce qu'elle est en train de faire, rebrousse chemin et rentre chez elle. Dans les bras de ses parents, lorsque joie laisse enfin à tristesse la place d'être présente, sans chercher à l'empêcher ou à la masquer, il y a un changement important qui se produit. L'émotion elle est entendue, écoutée. Elle délivre son message pendant quelques instants, en apaisant le corps et l'esprit. Ce que disait la tristesse à ce moment-là, c'est simplement qu'il y a une page de vie qui est en train de se tourner, que les choses, elles seront plus jamais comme avant. Alors bien sûr, il y aura d'autres bons moments, mais un temps est nécessaire pour faire le deuil de cette étape de vie. Et une fois que tout ça a été déposé, entendu, vraiment accueilli, alors, Tristesse a délivré son message. Elle a été reconnue.
Elle libère la place à joie qui peut prendre le devant de la scène pour la suite de l'aventure de vie de Riley. Écouter vraiment une émotion, ça permet de la libérer. A l'inverse, la masquer, ça vient l'empêcher d'exprimer son message. Alors bien sûr, cette stratégie de masquage, elle peut sembler plus confortable à court terme. S'il y a une émotion qui est désagréable, ça peut sembler préférable de chercher à la fuir en se réfugiant, par exemple, dans la nourriture. De venir l'étouffer comme ça sous un gâteau, sous un gros repas. Quelque chose qui soit beaucoup plus apaisant. Le problème, c'est que si cette émotion, elle cherche à exprimer quelque chose d'important, et bien comme on l'a vu tout à l'heure, l'intensité, elle va augmenter, elle va devenir de plus en plus forte. Et là, il y a une espèce de cercle vicieux qui se met en place. Il faut toujours plus de bouffe pour éviter l'émotion. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de l'entretien d'une compulsion alimentaire. Ça me rappelle cette femme que j'ai accompagnée pour un trouble alimentaire, qui a été exactement dans ce schéma-là. Elle avait un boulot qui était stressant, et puis du coup le soir, en rentrant chez elle, elle avait besoin de se libérer de ce stress en parlant avec son mari de sa journée. Sauf que chaque soir, son mari n'était pas vraiment disponible pour échanger. Et puis elle avait remarqué aussi que presque tous les soirs, quand elle était sur le canapé devant son film, elle venait grignoter du chocolat de manière importante sans spécialement comprendre pourquoi. Lorsqu'elle a pris conscience au cours de l'accompagnement qu'il y avait cette frustration qu'elle vivait au quotidien, qui s'accumulait au fil des jours, ça a été un tournant dans son accompagnement. Comme elle ne savait pas écouter cette frustration, elle avait trouvé que le chocolat pour venir calmer les sensations de stress et de frustration qui étaient présentes. Lorsqu'elle a appris à entendre ce message de son corps, et puis à agir en conséquence, à la fois du coup sur le stress et puis sur la frustration, alors à ce moment-là, les compulsions alimentaires, elles ont rapidement disparu. Bon, si on fait un point sur là où on en est, on a vu que les émotions, c'est des signaux. Des signaux qui sont envoyés par le corps et qui ont une utilité. Ces émotions, elles te demandent de faire quelque chose et elles peuvent être de plus en plus intenses tant qu'il n'y a rien qui est fait, justement. Et si tu peux les nier, les masquer pendant quelques temps, si elles sont importantes, elles restent toujours là en attendant d'être écoutées et comprises. Et du coup, le but maintenant, ça va être de pouvoir faciliter l'accueil de tes émotions. Et ça passe par 3 étapes. Et la première étape, ça consiste à apprendre à reconnaître tes émotions. Alors, pour apprendre à reconnaître tes émotions, tu peux déjà commencer par les 5 qui sont issues du film. Et pour ces émotions-là, tu peux te demander comment est-ce que je sais que je suis en colère, ou triste, ou joyeuse. Par quel signe du corps, à quel endroit est-ce que je ressens cette émotion et comment est-ce qu'elle se traduit pour moi? Ça pourrait être super intéressant que tu prennes quelques minutes pour explorer les différentes facettes de chaque émotion. Et puis après l'avoir fait avec les 5 émotions du film, tu peux le faire avec des émotions qui sont plus complexes, qui sont différentes en tout cas. Parce que vice-versa a personnifié quelques émotions, mais en fait il y en a bien d'autres. Et chaque émotion, elle a ses nuances, ses subtilités, et puis surtout son message propre. Une fois que tu as bien exploré tout ça, la seconde étape, elle a pour objectif de percevoir tes émotions. Alors maintenant que tu sais ressentir tes émotions en te concentrant dessus, ça pourrait être intéressant que tu sois curieuse de tes perceptions dans ton quotidien. Tiens, en faisant telle action, comment est-ce que je me sens et à quelle émotion est-ce que ça me fait penser? Par exemple, je rentre du boulot, comment est-ce que je me sens? Lorsque je passe à la boulangerie, c'est quoi l'émotion que je vis? Lorsque je me lève, lorsque je vais me coucher, juste avant le repas, juste après le repas. Plein de moments comme ça du quotidien. C'est comme en fait venir porter de l'attention sur les signaux des émotions plus régulièrement et du coup mieux se connaître. Et une fois que tu auras fait ça, la troisième et dernière étape, c'est de savoir ce que te dit cette émotion dans cette situation particulière. De pouvoir aller à son écoute. Vraiment. Qu'est-ce qu'elle essaie de te dire, cette émotion? D'où est-ce qu'elle vient? En quoi est-ce qu'elle est importante pour toi? Par exemple, qu'est-ce qui pourrait rendre la situation dangereuse? Qu'est-ce qui te contrarie vraiment à ce moment-là? D'où est-ce qu'elle vient, cette douceur agréable de joie? Alors c'est l'étape qui est la moins facile au début, mais c'est aussi la plus importante. Reconnaître, percevoir, écouter.
Alors, se reconnecter à soi, à ses sensations, que ce soit des sensations alimentaires ou émotionnelles, c'est souvent un prérequis important pour mettre fin aux compulsions et puis pour faire la paix avec la nourriture. L'écoute d'une émotion de cette manière-là, en se connectant à ses sensations et puis en réfléchissant à ce que ça signifie, ça apporte déjà de super belles pistes. Donc je t'encourage vraiment à faire ce que je t'ai proposé. Et en même temps, j'ai tendance à croire aussi qu'il est encore plus intéressant d'aller questionner, d'aller rencontrer, d'aller écouter cette partie émotionnelle de soi en utilisant son langage, ses codes. Et l'état d'hypnose, ça permet exactement ce genre de rendre compte, de celles qui sont impactantes pour la suite de ta vie. Imagine rencontrer une émotion et puis pouvoir discuter avec elle, de pouvoir mieux la comprendre. Alors j'ai bien conscience que ça peut paraître étonnant, mais en même temps c'est tellement enrichissant. Alors évidemment, ça me paraîtrait trop ambitieux de réaliser à travers une vidéo comme celle-là une séance d'hypnose qui soit vraiment adaptée à celle que t'es, mais ce que je te propose tout de même, c'est de faire un bon premier pas avec l'hypnose. En cliquant sur le lien qui est en description, juste en dessous, là, tu pourras accéder à un accompagnement de 7 jours que je te propose gratuitement. Tu y découvriras par exemple comment est-ce que Louise, qui est une ex-mangeuse compulsive, elle s'est sortie du trouble alimentaire, mais aussi tu pourras trouver dans cet accompagnement-là 2 séances d'hypnose qui sont très en lien avec les émotions. Je te laisse découvrir ça si tu en as envie en tout cas. On va remercier Riley pour ce qu'elle nous a apporté, et puis on va la laisser profiter de sa nouvelle ville. Merci à toi de m'avoir suivi, ça a été un vrai plaisir. Si ça t'a plu, tu le sais, hein, abonne-toi à la chaîne. Je produis régulièrement du contenu pour t'aider à te libérer de la compulsion alimentaire et à retrouver un bel équilibre avec la nourriture. Et puis moi, je te dis à bientôt.